c'est Dr Boutaina Chaban, qui est la conseillère spéciale politique et des médias de la présidence de Syrie. Je voudrais tout d'abord remercier Madame El Gabzet Larouche et vous tous de m'avoir invité à m'exprimer lors de cette conférence très importante, avec laquelle je trouve de nombreux points communs à aborder. Comme notre sujet est la crise stratégique à laquelle est confrontée l'espèce humaine, je voudrais commencer par la directive stratégique intérimaire sur la sécurité nationale qui a été présentée par le président Biden en mars 2021. Tout d'abord pour clarifier l'orientation que prend cette nouvelle administration américaine et quelles sont nos attentes ou comment devons-nous lire cette directive en tant que personnes qui sont toujours soumises aux politiques américaines, plutôt que de participer à la formulation de la politique mondiale. L'orientation stratégique présentée par le président Biden, et je me réfère notamment à celle-ci en lien, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu, part du concept de suprématie occidentale. The strategic guidance put by President Biden, and I'm referring to this one, for those of you. Montre notamment le rapport, l'orientation stratégique présentée par Biden. What President Biden. Ce que le président Biden promeut, c'est l'alliance et le partenariat américain avec l'Europe ou avec l'OTAN. Et il promeut et invite les pays du monde à mettre sur pied une OTAN mondialisée, entre guillemets, au lieu d'une OTAN transatlantique. Donc on parle. Donc là, le problème ici est que l'orientation stratégique considère ce bloc de pays, les pays de l'OTAN, comme ceux qui promeuvent la démocratie, qui reconnaissent les droits de l'homme et qui devraient enseigner au monde comment avoir des systèmes similaires. Toute personne ou tout pays qui ne répond pas à ce critère est considéré comme un autocrate ou un agresseur, y compris la Russie et la Chine. Ce sont, selon cette orientation, des systèmes autocratiques et ils constituent une menace pour leur démocratie. Voilà le problème, en fait. Il y a un certain nombre de pays qui forment une alliance et qui considèrent qu'ils détiennent la valeur suprême au niveau mondial, d'ailleurs liée aux intérêts qu'ils défendent. Et toujours, quand ils parlent de valeurs, ils parlent aussi de faire valoir les intérêts américains, en fait, et de promouvoir les valeurs américaines. Donc voilà, ces pays sont ceux qui ont ou qui possèdent ces valeurs et quiconque se joint à eux fait partie de leur alliance et de ce partenariat. Et quiconque ne le fait pas ou a une idée différente de la gouvernance ou a un mode de vie différent est considéré comme un autocrate ou un agresseur. Et l'autre menace qui vient de l'esprit de ce groupe de pays est la technologie. La montée de la Chine, qui semble être une obsession pour ce courant, c'est comment arrêter l'émergence de la Chine. C'est une obsession. Donc le problème que je vois ici, c'est que nous ne regardons pas, ou ils ne regardent pas dans cette directive, le monde en tant que communauté humaine. Ça n'est pas considéré. Ils regardent les suprémacistes blancs et d'autres pays qui devraient agir comme ces suprémacistes blancs au nom de la démocratie et des droits de l'homme, peu importe comment vous les appelez. Et en tant que femme syrienne qui a vécu 10 ans de guerre en Syrie, je trouve cette logique extrêmement dangereuse. D'autant plus que je sais, et nous le vivons, que la démocratie dont il parle ne sert qu'à faire de nos pays des États satellites de leur pays, ce qui signifie qu'il y a
il n'y a aucun sentiment d'égalité ou de fraternité humaine entre leur pays et le nôtre. Donc la logique que j'entends de la Chine et de la Russie, c'est la logique, elle, qui dit la prospérité devrait prévaloir pour tous. Donc, nous devrions lutter contre la pauvreté, par exemple. C'est ce que les Chinois disent, la pauvreté. Et ils luttent contre la pauvreté en Chine. Mais ils disent également qu'on doit lutter contre la pauvreté partout ailleurs dans le monde, car nous vivons dans un seul monde. Nous devrions partager ces ressources et nous devrions agir ensemble pour la prospérité. Dans le cas de la Syrie, les appels occidentaux à la démocratie et à la liberté qui ont provoqué l'entrée de milliers, de centaines de milliers de terroristes sur notre territoire, qui ont provoqué la destruction de nos écoles, de nos infrastructures. Tous ces appels ont fait reculer notre pays de 100 ans en arrière. Et de mon point de vue de femme syrienne, qui a toujours vécu sur cette terre et qui vivra toujours, quoi qu'il arrive, je peux vous dire que la raison de cette guerre contre la Syrie, c'est que la Syrie a un esprit politique indépendant et une politique souveraine. Et cela n'est pas du tout bien accueilli par ces milieux néoconservateurs, ces milieux, qui veulent que le monde entier soit une copie de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils veulent. Et personne n'a le droit d'avoir, par exemple, une démocratie différente, ou un mode de vie différent, ou une culture différente qui mène à des choses que nous apprécions probablement ici en Syrie, où d'autres personnes apprécient des choses différentes. Bon, ainsi, la Syrie, le problème que j'ai trouvé avec cette stratégie est qu'elle ne laisse aucune place à la variété de la nature humaine, à la diversité de la nature humaine, à la diversité de la culture humaine, à la diversité des goûts et des aversions de l'homme. En Syrie, par exemple, la Syrie avait en 2010 la 4e économie en développement du monde. La 4e économie en développement du monde. Et maintenant, ils ont détruit toute notre économie. Ils ont détruit nos écoles. Ils ont détruit notre mode de vie. Ils ont détruit notre identité à travers un déversement de terrorisme qui est passé par la Turquie, bien sûr, pour arriver dans notre pays. Et le problème est que je suis sûr que vous êtes tous convaincus que les États-Unis sont dans le nord-est de la Syrie afin de combattre Daesh et afin de combattre le terrorisme. Maintenant, si nous combattons le terrorisme, ce que nous faisons certainement, parce qu'il est dans notre intérêt et dans notre façon de vivre, de combattre ce terrorisme. Et s'ils sont ici pour combattre le terrorisme, pourquoi ne pouvons-nous pas unir nos forces pour combattre ce terrorisme? Je vous le dis, les États-Unis et les forces alliées avec eux en Syrie sont ici pour protéger les terroristes. Et c'est ce qu'ils ont fait. S'il n'y avait pas de la présence de troupes dans la garnison américaine d'Al-Tanf, et s'il n'y avait pas leur attaque militaire contre nos forces, nous aurions libéré tout le sol syrien du terrorisme. Et l'autre objectif pour eux est d'empêcher toute relation entre l'Irak et la Syrie. Car une relation entre l'Irak et la Syrie est extrêmement vitale pour le peuple syrien et pour le peuple irakien. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que le monde d'aujourd'hui est confronté à une crise, que la nouvelle administration américaine se concentre, sur laquelle la nouvelle administration américaine se concentre vis-à-vis des alliances et des partenariats face à la Chine et à la Russie, et face à tout pays qui ose être différent dans son mode de vie démocratique, qui ose avoir sa propre démocratie et qui ose avoir ses propres ressources indépendantes. Sinon, mon Dieu, comment les États-Unis pourraient-ils justifier le pillage de notre pétrole et de notre blé et empêcher notre peuple d'accéder à ses propres ressources naturelles? Et là, j'en viens au deuxième problème de leur stratégie et de l'orientation de la stratégie, qui est la différence entre ce qui est inventé dans le langage et les vraies pratiques sur le terrain. La pratique sur le terrain
est que ce bloc occidental, comme Biden l'appelle d'ailleurs, avec ses partenaires et ses alliances, ne nous considère pas comme des personnes. Ils voient notre pétrole, ils voient notre blé, ils voient notre position géographique, mais ils ne se soucient pas du tout du type de vie que nous menons, le type de problèmes qu'ils engendrent chez nous, chez notre peuple. J'en tire comme enseignement que nous avons besoin d'un paradigme différent pour l'avenir de l'humanité. Et je vois que la Chine, la Russie, l'Iran, la Syrie, le Venezuela, et l'Institut Schiller, et vous tous qui croyez à la dignité de la personne humaine, en l'indépendance et en la souveraineté de chaque État du monde, petit ou grand, vous tous travaillez à cette fraternité entre tous les pays du monde, sans que personne ne soit supérieur ni inférieur, sans personne qui veuille dire que la même taille s'impose à tous. Non, une taille unique ne convient pas à tous. Nous venons d'une culture différente, nous avons un point de vue différent, nous aimons construire notre avenir en fonction de ce que nous voulons et de ce que nous apprécions. C'est ce qui sauverait le monde. La reconnaissance que Dieu nous a tous créés dans des lieux différents, avec des cultures différentes, avec des langues différentes, mais seulement pour profiter des différences, et non pour donner carte blanche à ceux qui se croient supérieurs aux autres, comme ils l'ont fait avec les civilisations indigènes qu'ils ont anéanties et qui ont causé une perte énorme et horrible à l'histoire de l'humanité, à la richesse humaine, à l'éducation humaine et à la civilisation humaine. Donc j'espère que nous unirons nos forces, l'Est et l'Ouest, afin de créer un monde où les gens se sentent respectés et où les gens sentent que leur culture différente est un atout, plutôt que quelque chose à réprimer ou quelque chose à éradiquer, s'ils le peuvent. Je vous remercie de m'avoir invité à cette conférence, vraiment, et j'espère vraiment que nous pourrons être actifs dans l'établissement d'un partenariat qui garantira un avenir bien meilleur pour le monde, sans suprématie, sans occupation et sans terrorisme. Je vous remercie beaucoup.